Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve dans cette vidéo pour l'avant-dernière déjà, j'ai envie de dire même hélas, l'avant-dernière review de l'avant-dernier du pénultième. Attention, je te sors des mots là, le pénultième épisode de la première saison de House of the Dragon, le spin-off slash préquel de Game of Thrones. Et encore une fois, c'est relou à force d'arriver toutes les semaines et de te dire la même chose. Mais encore une fois, on est sur une masterclass. Voilà, je le dis. C'était incroyable. C'était trop bien. Or, c'était peut-être un peu moins sous tension et un peu moins émouvant que l'épisode d'avant. Mais c'était quand même un putain d'épisode encore une fois. Voilà, donc on va en parler. Et encore une fois, je vais être dithyrambique. Voire peut-être même 11 dithyrambiques. Ouais, je te sors des jeux de mots, j'en ai rien à foutre. Mais avant, comme d'habitude, c'est très bien ce que je vais dire. Arena tome 1 et 2, disponible dans toutes les librairies, futur masterclass, futur classique, et la boîte à quiz manga du chef Otaku, 600 questions pour tester vos connaissances manga animés, la bonne rigolade entre copains ou en famille, c'est génial. Et bientôt le livre Manga Story, je l'ai pas sur moi donc je te le montre pas, mais il est dans la description. Ouais, je suis vachement actif, vachement productif. Normal, je suis un génie. Oui, générique. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, comme je le disais, ce pénultième épisode, j'adore ce nom, t'as l'impression que tu parles d'un truc de cul, mais en fait non, ça veut juste dire avant-dernier. Avant-dernier épisode de la saison de Game of Thrones, alors d'habitude l'épisode 9. Parce que là, je m'étais trompé, j'avais dit que c'était l'épisode 7 ou 8, mais en fait non, c'est l'épisode 9, traditionnellement dans Game of Thrones, qui est incroyable. Or cet épisode est très bien. Or c'est pas un épisode 9 de Game of Thrones, il n'y a pas eu de grosse mort salace ou quoi que ce soit, ni de tragédie, même si toute l'histoire de cette saison est une tragédie finalement. En tout cas, un putain d'épisode. On s'arrête là où... On reprend là où on s'était arrêté, c'est-à-dire au moment où Viserys rend son dernier souffle et baragouine des conneries à sa femme, Alicente, en pensant qu'en fait il parle à sa fille. Du coup, il y a quiproquo, mais il y a plein de gens qui n'ont pas compris la scène. Alors pour une fois, je crois que c'est moi qui ai compris, donc je vais expliquer ce que moi j'ai compris. Viserys est en train de délirer de douleur, et il se revoit, ce qu'il n'a pas répondu à Rhaenyra. Rhaenyra lui a posé la question plus tôt dans la journée, enfin, ou la veille, je sais plus, lui a posé la question, oui, le rêve d'Aegon, le premier Aegon, le rêve d'Aegon, le conquérant, tu crois qu'il était vrai, ou tu penses que c'est une connerie? Parce que si c'est vrai, je suis pas sûr d'avoir les épaules. Et du coup, le soir, dans son lit, en train de souffrir, sur son lit de mort, il est en train de délirer, et puis il s'imagine reparler à sa fille en disant Aemon, le rêve, le prince qui fut promis, machin. En fait, il lui répond. Il dit pas non, c'est Aegon qui est le prince qui fut promis. C'est pas ça qu'il dit. Il dit Aegon, le rêve d'Aegon qui parlait d'un prince qui fut promis avec la chanson de Feu et de glace. C'était vrai, et c'était toi le prince qui fut promis, et qui fut promis. Et il pensait que c'était Rhaenyra. Bon, déjà, il se trompe, mais bref. C'était ça, c'est pas il a dit c'est Aegon le prince qui fut promis, il a jamais dit ça en fait. Et il y en a qui ont dit oh ils ont quand même tous s'appeler Aegon et il y aurait pas de quiproquo. Même si le quiproquo vient un peu de là aussi, si tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai l'impression que les gens ont dit que Aegon est le prince qui fut promis, ils ont compris la même chose qu'Alicente. En fait c'est pas ça qu'il a dit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon on va pas tergiverser dessus pendant 20 ans, mais c'est un quiproquo. D'ailleurs ce quiproquo est intéressant parce que on comprend, parce que moi, jusqu'à présent, alors peut-être que vous étiez comme moi, mais vous disiez, la Alicente, en fait, elle aussi, elle complote pour que ses gosses, ils remontent sur le trône. Et en fait, non, t'as l'impression qu'elle y pensait plus trop, en fait. C'est juste qu'elle avait la haine contre Rhaenyra pour plein d'autres raisons, mais c'était pas forcément cette histoire d'héritage ou quoi que ce soit. Elle était un peu dans le délire, parce que son père poussait au cul, mais en vrai, j'ai l'impression qu'elle avait un peu lâché l'affaire, tu vois. Et que c'est les paroles de Viserys, qu'elle a mal interprétées, qui l'avaient poussé à faire ça. C'est ça qu'on comprend dans l'épisode. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est parce que quand elle annonce au conseil restreint que Viserys, sur ses dernières paroles, c'était de dire qu'Aegon devait monter sur le trône, les mecs font « Ouf, tant mieux, parce que nous, en fait, de toute façon, on avait déjà prévu, de toute façon, de le mettre. On était en train de comploter, en fait. » Et la meuf avait « Attends, mais vous avez déjà prévu? Mon mari était même pas mort, vous avez déjà comploté derrière lui. Mais c'est quoi ce bordel, tu vois ?» Donc tu te rends compte que
malgré tout, même si elle a gagné en puissance au fur et à mesure des années et des épisodes, en fait, elle était toujours manipulée, elle était même pas au courant des bails, en fait. Donc elle est impliquée dans le truc, mais elle était de bonne foi. Les autres, c'était vraiment des conspirateurs et des traîtres, en fait. C'est ça qui est terrible. Et elle se retrouve mêlée là-dedans, alors qu'à la base, elle avait pas l'air d'être fort franchement pour, quoi. C'est terrible, la pauvre. Et je trouve que c'est vraiment un personnage qui a gagné en puissance, en intensité. Quand je dis en puissance, hein, on n'est pas dans Naruto, t'as bien compris de quoi je veux parler. Qui a gagné en intensité au cours des épisodes, qui est devenu de moins en moins passif, de plus en plus actif et de plus en plus meneuse. C'est un peu le ciment qui fait que la maison des Verts, le camp des Verts, tient debout, parce que le camp des Verts, c'est un truc qu'on voit dans cet épisode, est aussi divisé lui-même, contrairement aux Noirs, qui ont l'air d'être plutôt soudés. Eux, ils ont l'air divisés. C'est-à-dire que déjà, le Hammond, putain, parce qu'ils ont tous les mêmes prénoms, c'est chiant, le Hammond, il envie son frère, parce qu'il dit que son frère, c'est un cassos, de toute façon, il est pas fait pour régner, il est faible, il est con... Alors que moi, putain, je connais toute l'histoire, je sais faire de l'épée, en plus j'ai un bandeau swag et j'ai le plus gros dragon, ça devrait être moi, le royaume aurait beaucoup plus de gueule, il serait beaucoup plus pimpé si c'était moi qui serais le roi, ce qui n'est pas faux. Donc tu vois que déjà le frère, il jalouse son autre frère, le premier frère, il a pas envie d'être là, parce qu'il se rend compte qu'en fait, on comprend pourquoi c'était un connard, c'est parce qu'il se rend compte que Viserys avait l'air de ne jamais l'avoir aimé, en tout cas de l'aimer beaucoup moins. Il l'aimait pas du tout de la même manière qu'il aimait sa première fille Rhaenyra, mais on peut le comprendre, parce que Rhaenyra, finalement, c'était la fille qu'il avait eue avec l'amour de sa vie, donc du coup, c'était un peu la chouchou. Ce qui peut se comprendre, après le pauvre Aegon, quand même, qui s'est senti délaissé et mal aimé toutes ces années, bon, le gars a mal tourné, parce qu'en fait, son père s'occupait pas de lui, et sa mère, elle faisait ce qu'elle pouvait, la pauvre, tu vois. Et c'est ça qui est pas mal aussi dans cet épisode, c'est qu'on redécouvre les personnages d'Aemon et de Aegon. Putain, je confonds les deux. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas été trop mis en avant, à part l'épisode où il se fait crever un œil. On les avait abordés de manière un peu superficielle. Là, on creuse un peu plus. Et je trouve ça intéressant que le personnage d'Aegon se révèle beaucoup plus subtil et complexe qu'on pensait au début. Au début, on le voyait, on se disait, ouais, c'est un espèce de Geoffrey Baratheon bis, qui serait un futur tyran et en même temps un dépravé total. Sauf qu'en fait, non, c'est pas forcément un futur tyran, c'est juste un dépravé total. Et le gars est un dépravé total parce que bah, il se sent délaissé, il n'a pas reçu assez d'amour. Et je trouve la scène où il accède au trône plutôt intéressante en fait, parce que déjà dans la carriole qui l'emmène jusqu'au temple de je sais pas quoi là, il parle avec sa mère, il fait de toute façon mon père il m'a jamais aimé, et puis il demande à sa mère, et toi tu m'as aimé? Et sa mère fait elle hésite. Ah, l'hésitation, ça c'est le genre de question, si tu réponds pas tout de suite, ça fout un malaise. Enfin bref. Et en fait, il monte sur le trône, il a pas envie d'y aller. Il a vraiment pas envie d'y aller. D'ailleurs, quand son frère et Kristen Cole essayent de venir le choper, et même les deux jumeaux là, qui essayent de venir le choper, je crois que c'est des jumeaux. Hein. Essaye de venir le choper, il essaye de s'enfuir. Et puis il avance, et puis tout d'un coup, il voit que les gens lui montrent du respect et tout. Et après, il se fait couronner, il est pas très bien, et puis il voit les gens qui sont en train de dire ouais, le roi et tout. Et en fait, tout d'un coup, il se sent aimé, c'est ça qui est terrible. Il fait oh, le peuple m'aime. Ma famille peut pas me blairer. Ma famille m'a jamais aimé, mais le peuple il m'aime parce que je suis le roi. Donc là, il commence à se prendre au jeu, il sort son épée et tout. Et tu fais oh, le pauvre. Le pauvre. Mais en même temps, tu te dis peut-être, vu qu'il sent que le peuple l'aime, peut-être qu'il va rendre cet amour en retour, et peut-être que ce sera un bon roi. Bon, a priori, de ce que j'ai compris, c'est pas ce qui est prévu. mais quand même, pendant un instant, t'as envie de te dire, peut-être qu'il sera un roi stylé. Peut-être. Et c'est là que Rhaenys se pointe avec son dragon, j'ai oublié le nom. D'ailleurs, ok, elle fait un mouvement stylé, mais elle tue plein de péons qui n'ont rien demandé. Et elle arrive, et en fait, elle aurait pu les cramer et finir l'histoire, mais elle fait non. Là, t'as vu, là, je vais aller vous baltringue. C'est la guerre, sale pute, ça va mal se finir. Voilà, c'était stylé. Du coup, son moment de règne éclairé à Aegon a pas duré bien longtemps. Parce que du coup, il va être dans la réaction et plus dans l'action. Ça va être un peu... ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud, cette histoire. Oui. Bon, et puis qu'on parle de Rhaenys, il faut parler de ce personnage. Pareil, ce personnage qui se dévoile, qui gagne en intensité au fil des épisodes.
J'ai beaucoup aimé la scène où Alicente la confronte un petit peu. Elle fait genre, oui, s'il vous plaît, prenez le parti de mon fils. De toute façon, depuis le départ, à chaque fois, vous êtes un peu baladé. Là, vous étiez baladé par votre mari qui voulait vous mettre à tout prix avec Rhaenyra. Là, maintenant, vous avez l'occasion de faire une décision pour vous. Et puis, je sais très bien que de base, ça aurait dû être vous. C'est vous qui aurait dû être la reine. Et Viserys aurait dû être un humble seigneur et étudier l'histoire dans son coin. Il aurait été bien plus heureux que la vie qu'il a eue. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis pas sûr que c'était le bon argument à sortir, en fait, parce que Rhaenys, si pour le coup, pour moi c'est comme ça que je le comprends, peut-être que c'est pas ça, mais si Rhaenys prend le parti de Rhaenyra, c'est parce qu'il s'identifie à Rhaenyra. Parce que Rhaenyra a eu la chance qu'elle, elle n'a pas eu, c'est que son père l'a désignée comme étant l'héritière légitime. Au défi des lois ancestrales, il a dit non, je peux nommer mon héritier, ça sera ma première fille qui sera l'héritière du trône de fer, point barre. Elle a eu la chance que Rhaenys n'a jamais eue. Et du coup, elle dit non, je vais la soutenir, je vais soutenir ma nièce parce que personne m'a soutenu, moi, à l'époque. Et j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un comme moi qui me soutienne. Donc, en dépit de tout ce qu'elle a dit, la licence, qui n'est pas forcément faux, genre qu'elle a eu que des emmerdes à soutenir Rhaenyra, elle va quand même la soutenir. Elle va dire non, nique sa mère, je vais pas flancher, je vais pas laisser le truc passer sous mon nez. J'ai rien dit à l'époque, j'ai été passive, j'ai accepté la décision des gens, j'aurais dû me battre et j'aurais aimé avoir quelqu'un prêt à se battre à mes côtés pour faire valoir mon héritage. Non, je ne recommencerai pas. Au moins Rhaenyra, elle est vraiment de mon sang. Toi, la Alicente, je te connais pas, je t'emmerde. Donc je récupère mon dragon. Et maintenant, ça va se régler à coups de dragon, cette histoire. Attention. Là, ça va être des matchs de Pokémon. Là, ça va partir en steak. Donc, méga stylé, le personnage de Rhaenys. Je kiffe. Oui, bon, ensuite, faut qu'on parle de la scène la plus gênante de la saison, là. L'éclopé, là, le Strong, Larry Strong, je crois que c'est ça, qui arrive en mode vas-y, j'ai des infos, mais pour avoir les infos, tu vas me montrer tes pieds. Tu dis, ah d'accord. Parce qu'au début, tu comprends pas. Tu te dis, bon, l'autre, il arrive en clopinant, toi, il arrive. Puis après, tu vois la reine qui enlève ses godasses. Tu te dis, bon, d'accord, elle se met à l'aise, tu vois. Et l'autre, il commence à parler en regardant les pieds. Tu fais, ouais. Après, il fait bon, j'ai une autre info. Et il attend. Donc là, elle enlève ses chaussettes. Là, tu fais oh, c'est bizarre le délire. Tu te dis, il y a un malaise. Et il continue en regardant les pieds. Et il continue, oui, alors on a ceci, cela, cela. Et si vous voulez, je peux m'en occuper. Et la reine a fait bon, d'accord. Puis elle se met sur le côté, elle dévoile bien ses pieds. Et là, il commence à se pignoler. Là, tu te fais wow. Ça va trop loin. Gênant de ouf. Pourquoi tu fais ça, la reine? Pourquoi, en fait? C'est un délire. Je comprends pas. Elle a si peur de ce mec-là que ça? C'est un putain d'éclopé, gros. T'appelles Christian Cole, là, il va le dégouiller, l'affaire est réglée, en fait. Je comprends pas. Ok, le gars, il a du pouvoir, il s'agit en dessous et tout, d'accord, il t'a rendu bien service. Mais là, c'est très chelou, leur arrangement, là. Là, le gars, il fait un OnlyFans avant l'heure, là. C'est quoi ce délire? Le gars, il fait tout ça. Pas pour le pouvoir, mais juste pour se branler sur les pieds de la reine. C'est bizarre comme délire. Bon, peut-être finalement c'est une sorte de pouvoir un peu pervers. Genre, vas-y, la reine, ok, mais elle me laisse me branler sur ses pieds. C'est peut-être ça le délire. Quel pouvoir, ils se sont puissants, putain, je me branle sur les pieds de la reine, elle peut rien dire. C'est quoi ce taré là? Il faut le buter lui. Hein. En plus, en vrai, le gars, il a un pied beau, du coup, il bande sur les pieds. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Peut-être que c'est logique, peut-être que c'est humain, je ne sais pas. Mais c'est chelou. C'est-à-dire que le Georges Martin, là, il a écrit ça dans son livre. Et là, il se branle sur les pieds. Comment il a écrit ça de manière littéraire? C'est genre... et tout d'un coup, il se caressait le membre. Devant la foot plantée royale. Je sais pas comment il a écrit ça. Mais si c'est dans les bouquins, c'est très chelou comme délire. Mais c'est vrai que finalement, ça manquait. Ça manquait un peu à cette saison dans le délire Game of Thrones, parce que Game of Thrones, c'est aussi du cul bien sale, hein, dans Game of Thrones. Là, c'est pas sale en soi, mais c'est un peu malsain. Je juge pas les kinks des gens, mais là, c'est chelou, sa mère. L'ambiance est go, là, il est juste comme ça, il fait... Et l'autre, elle regarde même pas, fait vas-y, dépêche-toi. J'ai pas compris, en fait. Là, le délire, ça m'a pas choqué, mais j'ai fait, mais... Ah d'accord, c'est comme ça qu'elle le tient en fait, il se branle sur les pieds. Chelou, chelou.
Enfin, ne fait pas faire un quart d'heure dessus, mais bizarre. Bon, et puis il y a aussi toute la phase de recherche d'Aegon qui a disparu. Bon, on apprend assez vite qu'il a été en fait kidnappé par le Ver Blanc, hein, qui est une espèce de pouvoir de l'ombre à Westeros, hein, qui incarne un petit peu le pouvoir de la rue. C'est un peu la mafia de Westeros, de Port-Réal. J'avais dit Port-Royal la dernière fois, je me suis trompé. Port-Réal. Bon, j'ai pas trop compris. J'imagine que dans la prochaine saison, ce personnage du Ver Blanc aura une plus grande importance, parce que là, vu qu'a priori, on part sur une guerre civile. Qui dit guerre civile dit civile, donc dit que finalement, tu auras forcément à un moment donné le point de vue de l'homme de la rue dans cette histoire, qui pourrait être intéressant, bien évidemment, pour savoir de quel côté elle va se ranger. Est-ce qu'elle va aller du côté des Noirs? Est-ce qu'elle va aller du côté des Verts? Sachant qu'a priori, elle a quand même un grief avec le démon Targaryen, parce que c'était lui qui l'avait fait passer pour sa nouvelle femme à l'époque, quand il avait pris Père Dragon. Donc on verra bien. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans cette scène, enfin dans toute cette séquence de la recherche d'Aegon, c'est que là, où encore une fois, ça marquait un peu le schisme au sein du camp des Verts. C'est-à-dire que la Alicente n'a même plus confiance en son père réellement, du coup. Bah, elle a des raisons, parce qu'en fait, il complotait dans son dos depuis le début, ce bâtard. Et du coup, elle envoie ses hommes à elle chercher, enfin, ses hommes, son homme de main et son fils chercher Aegon, et en même temps pour le choper avant que le père le chope, pour pas qu'en fait, ils ont le même objectif, mais pour qu'on montre qui c'est qui a la main mise sur lui, en fait. Donc c'est-à-dire que le gars va être roi, mais en fait ce n'est qu'une marionnette, finalement. C'est ça qui est un peu triste aussi. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y a les deux jumeaux dont j'ai oublié le nom, il me semble que ce sont jumeaux, en tout cas les deux frères qui partent à la recherche d'Aegon, il y en a un qui est son homme, son protecteur attitré, donc il connaît bien, et il dit non mais regarde Aegon il va devenir roi, mais regarde. Le gars il fait des bâtards partout et ces bâtards il les fait se battre, limer les dents et les ongles dans des arènes dégueulasses. Le gars est un alcoolique notoire, il passe son temps à traîner chez les putes. C'est ce genre de merde là qu'on va mettre roi, sans déconner. Donc lui il dit vraiment ce roi là c'est une grosse merde, faut pas qu'il devienne roi sinon le royaume est foutu si c'est lui le roi. Et son frère il fait ouais mais on a juré de le défendre, c'est pas notre problème, c'est à la main de canaliser le roi, nous on va le retrouver. Et c'est pour ça que quand il décide d'emmener Aegon et qu'il le retrouve, il y a des désaccords. Il y a le frère, par exemple, l'exemple de ces deux frères c'est le meilleur exemple, il y a le frère qui veut rester fidèle au roi, qui est fidèle à Otto Hightower et à la couronne, peu importe qui monte sur le trône, et il y a l'autre qui est fidèle finalement à ses principes et qui fait non, nique sa mère. Pareil, le petit vieux qui se fait tuer au début par Christian Cole, qui est vraiment devenu une merde, entre guillemets, juste parce qu'il fait non mais, tous les seigneurs là, et nous y compris, on a plié les genoux là, on a prêté serment là, il faut respecter le serment. Puis en fait, les serments, tu vois bien que c'est un truc qu'on a appris déjà avec la première saison de Game of Thrones. Les serments, ça vaut que dalle. Les serments, ça vaut que pour les cons qui y croient. Parce que même quand ils ont fait venir tous les seigneurs, ils ont fait, bah alors, qui c'est qui prête serment là, Aegon? Et que les mecs ont fait, bah non, moi j'ai prêté serment déjà à Rhaenyra, donc je respecte mon serment. Et ben prison. Alors, il y en a plein qui ont baissé leur froc directement. C'est terrible. Oui. Ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant, ouais, je commence toutes mes phrases comme ça, je m'en bats les couilles, dans cet épisode, c'est qu'on voit pas du tout le camp des Noirs, pour le coup, qu'on voit pas du tout Rhaenyra, qu'on voit pas du tout Daemon et leurs enfants. J'ai trouvé ça plutôt intelligent, parce que du coup, tu vois que cet épisode marque le véritable schisme entre les deux camps. Or, ça avait déjà, le bif avait déjà commencé un peu avant, mais là, c'est la vraie césure. C'est-à-dire que là, vas-y, il faut absolument pas qu'il soit au courant le temps qu'on fasse nos bails et que l'autre soit couronné. Donc vas-y, on capitonne, en quarantaine, personne ne rentre, personne ne sort, on fait nos bails. Et du coup, on les voit pas du tout. Et à chaque fois, on se dit, tout le long de l'épisode, je me dis, mais quand ils vont apprendre ça? Mais comment ça va partir en couille? Mais comment ça va partir en couille? Parce que heureusement que pour eux, que la Rhaenyra et le démon, ils sont partis la veille, tu vois. Parce qu'imagine, ils étaient pas partis. Imagine! Ça aurait été une boucherie. T'imagines aller faire le coup à Daemon et Rhaenyra alors qu'ils sont dans le coin? Ça aurait été une dinguerie, ça aurait été un court-métrage, tu vois. Alors là, maintenant, il va falloir avoir... Là, il y aura match, parce qu'en vrai, ils auraient été sur place, il n'y aurait pas eu match du tout, tu vois. Ça aurait été une dinguerie. Ils ont eu de la chance. Mais je trouve ça très intelligent d'avoir vraiment, vas-y, on pose leur camp. D'ailleurs, c'est ça le titre de l'épisode, non? C'est le Conseil des Verts. Très certainement que le prochain, ça va être le Conseil des Noirs ou un truc comme ça, où tu vas voir ce qui se passe du côté de Rhaenyra et à quel point les hostilités vont commencer. Là, je pense que la fin de saison, ça va être... c'est bon, la guerre est déclarée, tu vois. Donc la saison 2 va être incroyable.
Ah ouais, non, franchement, et puis l'épisode était vraiment cool. Surtout les premières minutes où on apprend la mort de Viserys, où tu vois tout le monde commencer à apprendre la mort, où t'as une musique, et tu vois la tension, genre, oh, ça va péter. Oh, ça va péter. Et puis en fait, tout le long, ils se font genre, non, chut, 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 chut. Fermez vos gueules. Peut-être que les gens vont pas s'en rendre compte. Ça peut bien se passer. Et finalement, ça s'est bien passé. En fait, tout le long, c'est une poudrière. Parce que si le truc s'est bruité avant, qu'ils aient fait quoi que ce soit, c'était la merde en fait. C'était la merde. Donc tout le long, tu crois qu'il y a une montée en tension, mais en fait, tout ce qu'ils font, c'est de faire redescendre la pression. Ils essayent de rester dans le feutré à chaque fois, tout le temps. C'était palpitant. Tu te disais, putain, quel événement va faire que ça pète? Et en fait, ça pète vraiment jamais en fait. Le seul moment où ça pète, et que tu comprends que bon, ils ont foiré, c'est quand Rhaenys débarque avec son dragon, elle fait gros bruit, elle tue des gens, elle s'en bat les couilles, elle fait je vous ai grillé, je vais aller baltringuer, ça va être la guerre. Voilà, donc vous étiez bien contents, genre c'est bon, tout s'est bien passé, ouf. Et non surprise, motherfucker c'est la guerre. Même si la guerre n'est pas officiellement déclarée encore, ce sera certainement à la fin du prochain épisode. Mais voilà, on sait que j'aurais pu vous cramer, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Donc c'était cool. Bref, un très très bon épisode. Je crois que je peux le dire, nous ne sommes pas prêts pour le prochain. Je sens que le prochain, ça va être quelque chose. J'ai même pas vu la bande-annonce encore du prochain film, je regarde toujours la bande-annonce un petit peu avant, mais là je l'ai pas vu. Mais je peux acter qu'on va être sur une fin de saison probablement légendaire. En tout cas, j'ai kiffé chaque épisode. Ouais, j'ai même pas vu le dernier, je dis que j'ai déjà kiffé chaque épisode. Et juste pour taquiner, ça hantait Ring of Power avec 10 fois moins de budget. C'est incroyable. Et pourtant, même la scène du couronnement d'Aegon, tu vois la foule numérique, hein, tu vois les décors en 3D pas ouf, et pourtant t'en as rien à foutre, tu vis le moment. Ça, c'est une bonne série. Bref, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire si j'ai raté des trucs, donnez-moi votre avis. Je lis tous les commentaires, c'est super intéressant, bien souvent. Bon, des fois c'est de la merde, mais bien souvent c'est très intéressant, donc c'est cool. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour l'ultime review de House of the Dragon. Ah, je suis déjà nostalgique. Que la passion vous guide. Oui.